Ladies and gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump des applaudissements and the Democratic superflus. nominee for Sinon, President Hillary Clinton. maintenant, pour accueillir les candidats Donald Trump et Hillary Clinton. Bonjour. Merci d'être ici. Nous allons commencer par une question de l'un des membres présents ici. Chacun de vous aura deux questions de 2 minutes pour répondre. Vous allez commencer, Madame Clinton. Patrice Brack, je vous en prie. Merci, bonsoir. Le dernier débat présidentiel aurait pu être limité à une audience d'adultes. Pensez-vous que vous êtes un modèle de comportement pour la jeunesse d'aujourd'hui? Merci. Êtes-vous une enseignante? Oui, je pense que c'est une excellente question parce que j'ai entendu beaucoup d'enseignants et de parents me parler de leurs préoccupations concernant ce qui a été dit ou fait dans le cadre de cette campagne. Et je pense qu'il est extrêmement important pour nous de dire clairement à nos enfants que notre pays est réellement un grand pays parce que nous sommes des gens bien et nous allons nous respecter les uns les autres, nous allons nous aider et nous allons également trouver les moyens de célébrer notre diversité et nous allons essayer d'atteindre chacun, enfants, garçons, filles et adultes, pour les faire participer et les amener à travailler pour notre pays. J'ai un point de vue très positif et optimiste quant à ce que nous pourrons faire ensemble. C'est pourquoi mon slogan, c'est « Plus fort ensemble ». Car je pense que si nous travaillons de concert, si nous réussissons à dépasser la diversité qui quelquefois nous dresse les uns contre les autres en Amérique, et si au lieu de cela, nous nous fixons de grands objectifs, et c'est ce que j'ai fait pour que l'économie fonctionne pour tous et non pas uniquement pour le haut de la pyramide, et si nous assurons que nous avons le meilleur système éducatif depuis le préscolaire jusqu'à l'université, et si c'est un système également abordable, si nous fixons de tels objectifs et que nous travaillons ensemble pour essayer de les réaliser, il n'y a rien qui, à mon sens, que l'Amérique ne peut faire. C'est la raison pour laquelle j'espère que nous allons ensemble œuvrer dans cette campagne et j'espère bien entendu avoir vos voix. J'espère être élu au mois de novembre et je peux vous promettre que je travaillerai avec chaque Américain. Je souhaiterais la présidente de tous les Américains, quelles que soient vos croyances politiques, vos origines, ce à quoi vous ressemblez, votre religion, etc. Je voudrais simplement réconcilier notre pays et faire que nous travaillions ensemble, car pour nous, c'est la meilleure façon de travailler pour un avenir, celui que méritent nos enfants et petits-enfants. Vous avez 2 minutes. Je suis en fait d'accord avec tout ce que Mme Clinton a dit. J'ai commencé cette campagne parce que j'étais si lassé de voir des choses négatives se passer contre notre pays. C'est un grand pays. Et j'ai parcouru le pays depuis 1 an et demi en tant que politique et je suis un politique, je le reconnais, et mon concept était de rendre à l'Amérique sa grandeur et de voir, il y a des choses horribles qui se passent comme l'Obamacare, la sécurité médicale et 68%, 59%, 71% d'augmentation. Et quand je vois l'accord avec l'Iran, c'est une transaction unilatérale. Nous rendons 150 millions de dollars à un État terroriste. Et c'était un pays très faible il y a 3 ans. Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois tout le potentiel de notre pays, on a un potentiel formidable, qu'il s'agisse dans les affaires, dans le commerce, où ça se passe très mal. L'année dernière, on a eu 800 millions de dollars de déficit commercial et 800 milliards de dollars
déficit et il est inconcevable de passer des traités de ce type. Et il faut qu'on restaure la loi et l'ordre, qu'on restaure nos frontières. Hier, un policier a été tué et ça se passe chaque semaine. Il faut qu'on rende le respect aux forces de l'ordre et il faut plus de justice. Mais je veux faire des choses qui n'ont pas encore été faites, comme résoudre les centres-villes pour la population afro-américaine et pour les latinos. Je veux rendre à l'Amérique sa grandeur. Merci, M. Trump. La question de Patrice disait, est-ce que vous êtes un modèle de comportement positif pour la jeunesse actuelle? Nous avons eu beaucoup de questions concernant l'enregistrement, M. Trump, qui est paru. Vous avez parlé d'embrasser des femmes sans leur consentement, de les saisir par les parties génitales. Est-ce que c'est... Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je ne pense pas que vous avez compris. C'était du bavardage dans un vestiaire et j'ai présenté mes excuses à la famille, au peuple américain. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais c'était des bavardages de vestiaire entre hommes et où nous étions... il y a des gens qui sont dans des difficultés, il y a des guerres, il y a des choses si terribles qui se passent dans notre pays, comme un retour au Moyen-Âge. Et donc, face à tout ça, est-ce qu'on peut imaginer les gens qui, franchement, réussissent si bien contre nous avec Daesh et quand ils voient ce qui se passe chez nous? Je suis très embarrassé par ce qui se passe. Mais c'est du bavardage de vestiaire et... je vais vaincre Daesh. Et il y avait un vide il y a quelques années à cause de notre gouvernement qui avait un mauvais jugement. Je vais m'occuper de Daesh. Et il faut qu'on parle des choses plus importantes. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que vous avez dit il y a 11 ans à bord de ce bus, donc... J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Donc vous êtes en train de dire que vous n'avez jamais dit cela? Des choses, franchement, je suis embarrassé par ce que j'ai dit, mais j'ai un grand respect. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit? Non, je n'ai pas fait tout ce que j'ai dit. Je vais rendre la sécurité à notre pays. Je vais sécuriser nos frontières. Et il y a des gens qui viennent du monde entier, du Moyen-Orient. Et je vais restaurer la sécurité en Amérique. Et on va rendre la richesse à l'Amérique. Parce que sans cela, ça paraît dur à dire. Il faut qu'on augmente la richesse de notre pays. Les pays étrangers prennent nos emplois et Madame notre richesse. Est-ce que vous voulez répondre? Bien, comme tout le monde, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir au cours des 48 dernières heures sur ce que nous avons entendu et vu. Avec les candidats à la présidence précédente, je dois dire que je n'étais pas d'accord avec eux sur la politique, les principes, mais je n'ai jamais remis en question leur capacité à servir le pays. Donald Trump, c'est différent. J'ai dit déjà au mois de juin qu'il n'était pas à même d'être un président et le commandant en chef. Et beaucoup de républicains et d'indépendants ont dit la même chose. Ce que nous avons tous vu et entendu vendredi était Donald en train de parler des femmes, de ce qu'il pense des femmes, de ce qu'il fait aux femmes. Et il a dit que la vidéo ne représente pas ce qu'il est réellement, mais je pense que cela est clair pour tout un chacun qui l'aurait entendu, que cela représente exactement ce qu'il est, car nous avons vu cela tout au long de la campagne. Nous l'avons vu insulter les femmes, nous l'avons vu violer les femmes, en se basant sur leur apparence, en les classant de 1 à 10. Nous l'avons vu gêner les femmes, aussi bien sur Twitter qu'ailleurs, et nous l'avons vu faire cela depuis une semaine, essayer de dégrader la Miss Univers dans les termes les plus durs et les plus dégradants. Et oui, effectivement, c'est bien ce qu'est Donald Trump. Mais ce ne sont pas uniquement les femmes, et ce n'est pas uniquement cette vidéo qui soulève des questions sur sa capacité
à être notre président parce qu'il a également ciblé les immigrants, les Africo-américains, les musulmans et beaucoup d'autres. Et voilà qui est Donald Trump. Et la question qui se pose à nous, la question à laquelle notre pays doit répondre est la suivante. Ce n'est pas ce que nous sommes. Et je reviens à votre question. Oui, je veux faire passer un message à tout garçon, toute fille, et je dirais même au monde entier, c'est-à-dire que l'Amérique est un grand pays, mais nous sommes grands parce que nous sommes bons. Et nous allons nous respecter les uns les autres, et nous allons travailler les uns avec les autres, et nous allons également fêter notre diversité. Et ce sont là des valeurs extrêmement importantes pour moi, car c'est là l'Amérique que je connais et l'Amérique que j'aime. Et je peux vous assurer aujourd'hui que c'est là l'Amérique que je vais servir si j'ai la chance de devenir votre présidente. Nous allons... Puis-je répondre? C'est que des paroles. Ce sont des paroles que j'entends depuis des années. Je les ai entendues quand Hillary était candidate pour le Sénat à New York, elle allait créer des emplois, ce qu'elle n'a pas fait. Elle parle constamment des quartiers difficiles dans le centre-ville de notre pays qui sont un désastre au point de vue éducatif, point de vue sécurité. Je vais aider les Africains-Américains, je vais aider les Latinos, les Hispaniques, je vais aider les centres-villes en difficulté. Elle a rien fait pour les Africains-Américains. Elle veut leur voix et 4 ans plus tard, on voit qu'elle n'a rien fait. Quand elle était sénatrice des États-Unis, elle a fait campagne. Monsieur Trump, je voudrais passer aux questions de l'auditoire et aux questions en ligne. Elle a le droit de parler, pas moi, si j'ai bien compris. Cet enregistrement fait l'objet d'un grand intérêt. C'est devenu la une sur Facebook. Des millions de personnes en parlent sur les réseaux sociaux. On l'a dit tout à l'heure, nous voulons entendre des questions des électeurs par le biais des réseaux sociaux. Et Jeff de Ohio nous demande sur Facebook, Trump dit que la campagne l'a changé. À quel moment est-ce que c'est arrivé? Monsieur Trump, est-ce que je peux ajouter de mon côté? Quand vous êtes descendu de ce bus âgé de 59 ans, est-ce que vous étiez déjà un nouvel homme ou est-ce que ce comportement s'est poursuivi jusqu'à récemment? En fait, c'était un bavardage de vestiaire. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit. Je suis une personne qui a beaucoup de respect pour les gens, pour ma famille, pour mes concitoyens. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai dit. Mais c'était quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez Bill Clinton, il s'est comporté beaucoup plus mal que moi. Et ce qu'il a fait aux femmes, il n'y a personne dans l'histoire de la politique américaine qui a tant abusé des femmes. Donc vous pouvez utiliser les paroles que vous voulez, mais Bill Clinton a été abusif contre les femmes. Et Hillary Clinton aussi a attaqué les femmes. Une des femmes, qui est une femme merveilleuse, à 12 ans, a été violée à l'âge de violent. Son client, et on l'a vu en train de rire de cette fille. Et Kathy Shelton, cette jeune femme, est là avec nous ce soir. Donc, ne me parlez pas, ne me lancez. Je m'excuse pour les paroles que j'ai tenues, mais ce sont des choses que l'on raconte. Mais ce qu'a fait le président Clinton, il a été destitué, il a perdu le droit d'exercer sa profession, il a payé une grosse amende, un gré de à la femme en question. Et je peux vous dire, quand Hillary soulève une question comme ça et elle exploite des paroles que j'ai prononcées il y a 11 ans. C'est honteux. Elle devrait avoir honte d'elle-même. Merci de ne pas applaudir. Madame Clinton, vous avez 2 minutes.
Permettez-moi de commencer en disant qu'une bonne partie de tout ce qu'il a dit n'est pas vrai, mais il doit mener sa campagne et c'est à lui de décider comment il le fera. Il parle de ce qu'il veut et plutôt que de répondre aux questions des gens, de parler de notre programme, de nos plans, de ce qui, nous le pensons, nous permettront d'améliorer la vie dans un pays amélioré. C'est son choix de le mener ainsi. Et ceci me rappelle ce que mon ami Michelle Obama nous a conseillé à tous. Lorsque ils descendent très bas, vous montez très haut. Et si cela ne concernait qu'une seule vidéo, peut-être que ce qu'il dit aujourd'hui serait compréhensible. Mais tout le monde peut tirer ses propres conclusions et voir si l'homme dans la vidéo ou ici sur l'estrade respecte les femmes. Mais il ne s'est jamais excusé auprès de qui que ce soit pour ce qu'il a dit. Il ne s'est jamais excusé auprès de monsieur et madame Khan, une famille dont le fils est décédé en faisant son devoir en Irak et Donald les a insultés et les a attaqués pendant des semaines sur leur religion. Il ne s'est jamais excusé auprès du juge fédéral né en Indiana, mais Donald a dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour être juge parce que ses parents étaient, et je cite, mexicains. Il ne s'est jamais excusé auprès du reporter dont il s'est moqué à la télévision et nos enfants ont pu voir cela. Il ne s'est jamais excusé non plus des mensonges racistes, comme le fait que le président Obama n'était pas né aux États-Unis. Il lui doit des excuses, il doit à notre pays des excuses et il doit prendre ses responsabilités pour ses actes et ses mots. Eh bien, vous devez une excuse au président, comme vous le savez très bien. Votre chef de votre campagne, Sidney Blumenthal, est celui qui a lancé tout ça avec votre directeur de campagne à la télévision il y a 15 jours. Elle disait exactement cela. Donc, vous lui devez aussi une excuse. Et les photos, les images où on voit le président Obama, c'était il y a longtemps, avant que je sois impliqué. Donc, vous devez aussi une excuse. Michelle Obama, j'ai vu les publicités qu'ils ont fait et j'ai vu des publicités extrêmement agressives quand Michelle Obama parle de vous. Donc, elle parle d'une amie, mais regardez les publicités et dans une course que vous avez perdue de manière tout à fait juste, contrairement à Bernie Sanders qui n'a pas perdu dans des conditions justes. Et regardez ce que les informations révélées par Wikileaks sur le traitement qui a été accordé à Bernie Sanders et la manipulation des super délégués. Il n'avait aucune chance de réussir. Comme s'il avait signé avec le diable. Mais pour parler d'excuses, je pense vous devez vous excuser surtout pour les 33 000 courriels que vous avez effacés et les 2 boîtes de courriels la semaine dernière qui ont été volées dans un bureau et qui ont maintenant disparu. Je ne pensais pas à le dire, mais je vais le dire. Je le regrette. Si je gagne, je vais donner l'ordre au ministre de la Justice de mobiliser un procureur spécial pour enquêter votre situation. Il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de tromperies. Nous allons mettre en place un procureur spécial et le peuple américain est furieux. Les gens du FBI sont furieux. Il n'y a jamais eu un scandale aussi grave avec les courriels. Et quand vous recevez une ordonnance de la justice, vous cachez, vous effacez les courriels. Donc, nous allons mobiliser un procureur spécial pour mener l'enquête et il y a la vie d'autres personnes ont vu leur vie brisée pour avoir fait la moitié de ce que vous avez fait. Madame Clinton. Tout ce qu'il vient de dire est absolument faux, mais je ne suis pas surprise. Et dans le cadre du premier débat,
J'ai dit aux gens qu'il serait impossible de vérifier constamment ce que dit Donald. Je n'ai jamais parlé de ce que nous allons faire et d'améliorer la vie des gens. Donc, une fois de plus, allez sur mon site hillary.com et vous pouvez vérifier les faits en temps réel. La dernière fois, lors du premier débat, il y a eu des millions de personnes qui ont vérifié les faits et je pense qu'il y en aura encore d'autres millions qui vont vérifier cette fois. Et il est bon que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas responsable de la législation dans notre pays. Vous seriez en prison. C'est pour cette raison-là. Vous seriez en prison si j'étais en charge de la justice de ce pays. Nous rappelons à l'auditoire qu'il est prié de respecter le silence. Madame Clinton, je voudrais rebondir sur la question des emails. Vous avez dit que c'était une erreur. Vous n'étiez pas d'accord avec le directeur du FBI qui a dit que votre comportement avait été négligent. Il y avait des emails secrets, dont 8 étaient classés top secret. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait preuve de grande négligence? Martha, permettez-moi de dire d'abord, et je l'ai déjà dit, mais je vais répéter parce que je voudrais que tout le monde l'entende, c'était une erreur et j'en assume la responsabilité d'avoir utilisé un compte courriel personnel. Si je devais le faire, il est évident que je ne le referai pas. Je ne vais pas me trouver des excuses. C'était une erreur et j'en suis tout à fait désolée. Mais je pense qu'il est également important de dire qu'il y a des accusations erronées de la part des critiques et d'autres. Au bout d'une année d'enquête, il n'y a aucun élément de preuve que quelqu'un ait pu entrer et pirater le serveur que j'utilisais et il n'y a aucun élément de preuve montrant que quelqu'un qui dirait cela n'a aucun motif de le faire, qu'il y a du matériel classé secret qui soit tombé dans les mains d'autrui. J'ai toujours pris cela très au sérieux et je l'ai toujours fait. J'avais accès à beaucoup de matériel confidentiel et en tant que secrétaire d'État, j'étais au courant des secrets les plus importants qui sont les nôtres, comme par exemple la recherche de Ben Laden. Et je suis très engagée, je prends les informations confidentielles très au sérieux et comme je l'ai dit, il n'y a aucun élément de preuve que des informations confidentielles se soient tombées dans des mains dans lesquelles elles n'auraient pas dû tomber. Et pourtant, elle n'a pas remarqué la lettre C. Elle ne savait même pas ce que cette lettre voulait dire. C'est étonnant. Je regarde Hillary vérifier les faits, et elle ment encore parce qu'elle a dit ce qu'elle a fait avec les courriels. Est-ce que vous pensez que c'était normal d'effacer 3000 courriels? Et elle disait que ce que les courriels avaient à faire avec le mariage de sa fille, 33 000 courriels effacés, et maintenant elle dit que c'était pas grave. Mais après avoir reçu une convocation de la justice, je suis très déçu que des membres du Congrès, y compris des républicains, d'avoir permis que cela puisse se passer. Et son mari monte dans un avion et ensuite... mais pour vous de dire qu'il n'y avait pas de mal à effacer 39 000 courriels, vous devriez avoir honte. Ce que vous avez fait après avoir reçu une convocation de la justice américaine. Nous allons passer aux questions suivantes. Et après avoir reçu une convocation de la justice américaine. Madame Clinton, vous avez la possibilité de répondre. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'était des courriels personnels. Nous en avons remis 35 000. Merci de la laisser répondre. C'est vrai, je ne l'ai pas. En fait, vous n'avez rien à dire. Je ne l'ai pas fait pendant le premier débat et je ne veux pas le faire au cours de ce débat parce que je voudrais répondre aux questions que les gens ici sont venus nous poser. Et ne pas répondre à cette question-là.
Bien, Donald, je sais qu'aujourd'hui, vous essayez de faire diversion, tout pour ne pas parler de votre campagne, de l'explosion, de la façon dont les choses se passent. On va voir ce qui va se Essayons passer. de nous concentrer sur les choses que les gens veulent entendre ce soir. Nous avons une question sur les soins de santé. Anderson, pourquoi vous ne posez pas la question sur les courriels? On n'a pas fini avec cette question-là. Merci. Obamacare ne rend pas les soins de santé abordables. Il n'y a plus de primes, il n'y a plus de prescriptions médicales, la couverture a diminué. Que feriez-vous pour réduire les coûts et améliorer la couverture santé? Cette question s'adresse à Mme Clinton. Si Donald veut commencer. Non, je suis un gentleman, honneur aux femmes. Je pense que Donald allait dire qu'il va sauver la situation en se débarrassant du Obamacare Act. Mais moi, je vais régler la situation parce que je suis d'accord avec vous. Les primes sont trop élevées, le prix des médicaments, et je voudrais mettre en place une série d'actions pour essayer de réduire ces coûts. Mais chose que je ne voudrais pas que les gens oublient lorsque nous parlons des coûts, qui doit être une des principales priorités de la présidence à venir. Lorsque cette loi a été passée, cela ne concerne pas uniquement les 20 millions de personnes qui n'avaient pas d'assurance, ce qui en soi était une bonne chose. Je rencontre ces personnes souvent et ils me disent la différence que cela a fait pour eux et pour leur famille. Mais tous les autres, les 170 millions d'Américains qui ont une assurance santé à travers leurs employeurs en ont profité également. D'abord, les sociétés d'assurance ne peuvent vous refuser une couverture en raison des conditions préexistantes. Deuxièmement, il n'y a pas de limite d'âge, ce qui est quelque chose de très important si vous avez des problèmes de santé importants. Troisièmement, on ne peut pas faire payer les femmes plus que les hommes, ce qui était le cas avant cette loi sur les soins abordables. Quatrièmement, si vous avez moins de 26 ans et que vos parents ont une police d'assurance, vous pouvez être sur cette police d'assurance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, je voudrais réellement garder ce qui fonctionne et ce qui est bon dans cette loi, mais nous devons réduire les coûts. Nous devons également apporter une aide supplémentaire aux petites entreprises pour qu'elles puissent offrir une assurance santé. Mais si vous laissez cela tomber comme l'a proposé Donald et que vous recommencez à zéro, tous ces avantages dont je viens de parler seront perdus pour tous et pas uniquement pour ceux qui ont bénéficié d'une assurance santé grâce à cette loi. Il faudra tout recommencer à zéro. Aujourd'hui, nous avons une couverture d'assurance santé de 90%, ce qui est le taux le plus élevé jamais connu dans notre pays. Je voudrais que nous arrivions à 100%, mais je voudrais réduire les coûts et améliorer la qualité. C'est une très bonne question. C'est une question qu'on m'a le plus posée lors de cette campagne, à part Obamacare est un désastre, vous le savez, nous le savons tous. Les coûts augmentent, tout augmente. Personne n'a vu des chiffres aussi négatifs pour la santé dans d'autres pays. Et ça, d'ici 2017, ça va imploser. La seule méthode, c'est de demander au Congrès pour plus d'argent. Et actuellement, on a 20 trillions de dollars de dette. Obamacare ne marchera jamais. C'est très mauvaise assurance santé, beaucoup trop cher. Non seulement cher pour la personne qui souscrit à cette assurance, mais cher pour notre pays. Ça va être un des éléments les plus importants de notre endettement. Il faut qu'on abroge cette loi, qu'on la remplace par quelque chose qui coûte moins cher, quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et il faut qu'on élimine les contraintes qui empêchent les assureurs de faire la concurrence les uns aux autres, parce que la concurrence est éliminée. La loi indirectement
instaure un monopole des assureurs. Donc, ce serait un désastre. L'exemple du Canada. Les Canadiens, quand ils ont besoin de se faire opérer, ils viennent aux États-Unis et ils ne font pas confiance à leur système de santé national. Leur système est si lent, si inefficace et catastrophique. Mais elle veut un système à la canadienne et avec le monopole du gouvernement. Donc, Obamacare a été le premier pas et c'est un désastre total. Et non seulement ça coûte de plus en plus cher, mais en plus, les franchises augmentent de telle sorte. Sauf si vous êtes heurté par un camion, vous ne pourrez plus jamais utiliser votre loi. Il faut que cette loi soit abrogée. Madame Clinton, votre mari a, après l'Obamacare, la chose la plus stupide du monde. Les franchises ont augmenté, la couverture a diminué de moitié. Avait-il tort ou disait-il la vérité? Non, il a précisé ce qu'il voulait dire et c'est très clair. Nous sommes dans une situation dans notre pays où si nous devions tout recommencer à zéro, il se pourrait que nous ayons un système différent. Mais nous avons un système basé sur les employeurs et c'est de là que vient la plupart des assurances santé de la population. Et le Affordable Care Act devait combler le fossé entre les gens qui étaient trop pauvres et ne pouvaient avoir les ressources de s'offrir une assurance santé, donc Medicaid, et Medicare, qui est un système qui s'occupe des plus anciens et qui fait d'ailleurs du bon travail. Et tous les gens qui avaient un emploi, et il y avait des gens qui travaillaient mais qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une assurance et qui n'avaient personne, ni d'employeur, ni personne d'autre pour les aider. C'était là l'approche qui a été adoptée par Obamacare. Et comme je l'ai dit, 20 millions de personnes maintenant bénéficient de cette assurance santé. Si nous abrogeons cela et nous l'annulons, ce que Donald ne vous dit pas, c'est que nous allons nous retourner et nous retrouver avec les sociétés d'assurance comme avant. Et ces sociétés d'assurance feront ce qu'elles voudront et pourront même dire, désolé, vous avez du diabète, vous avez eu un cancer, votre enfant a de l'asthme, vous ne pourrez pas souscrire à une assurance santé, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, essayons de réparer ce qui ne fonctionne pas, mais n'annulons pas le tout, ne mettons pas tout à la poubelle et ne mettons pas les choses dans les mains des assurances. Hillary, de toute façon, tout est brisé. Deuxièmement, Bernie Sanders a dit que Hillary Clinton a un très mauvais sens du jugement. Ça, c'est un très bon exemple, Obamacare. Vous avez dit que vous vouliez mettre une fin à l'Obamacare. Vous avez dit également que vous vouliez rendre la couverture accessible à ceux qui ont des problèmes de santé. Comment est-ce que vous pouvez forcer les compagnies d'assurance à le faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Vous allez avoir des plans. On va avoir tellement de concurrence entre les assureurs qu'une fois qu'on a permis à cette concurrence de jouer... Est-ce que vous allez ordonner une couverture universelle? Le président Obama, en laissant en place les limites entre les États, c'était une fraude de toute façon. Jonathan Gruber, l'architecte d'Obamacare, a dit que c'était un grand mensonge. Le président Obama tout ça a été de la fraude, en fait. Ça n'a pas marché. Si on instaure la concurrence, on pourra garder ceux qui existent avant et on pourrait aider ceux qui n'ont pas les moyens. On va protéger les gens et nous allons permettre aux États de jouer leur rôle pour qu'on puisse prendre soin des gens, mais il faut... Merci, M. Trump. Gorbach Hamid, une question aux deux candidats. Bonjour. Il y a 3,3 millions aux États-Unis, j'en fais partie. Vous avez parlé de travailler avec les musulmans, mais l'islamophobie monte. Comment est-ce que vous allez travailler avec ces accusations de menaces proférées à l'encontre de personnes comme moi? Vous avez raison en ce qui concerne l'islamophobie et c'est dommage.
il y a un problème. Que l'on le veuille ou non, on peut être très politiquement correct, mais qu'on le veuille ou non, il y a un problème. Il faut veiller à ce que les musulmans qui entrent aux États-Unis, et quand ils voient la haine, ils doivent le signaler, comme à San Bernardino. Beaucoup de personnes ont vu les bombes dans les appartements des deux personnes qui ont tué des tas de gens et blessé des tas de gens. Les musulmans doivent rapporter les problèmes qu'ils rencontrent. Et il y a toujours une bonne raison derrière tout. S'ils ne rapportent pas ces choses-là, ça crée une situation très difficile pour notre pays. Car regardez l'exemple d'Orlando, de San Bernardino, le World Trade Center, Paris, tout ce qui s'est passé à Paris. Ce sont des terroristes islamistes radicalisés et elle n'utilise même pas le mot, Obama n'utilise pas le mot de terrorisme islamique radical. Donc, pour résoudre le problème, il faut au moins nommer le problème. Elle ne va pas nommer le problème, elle ne va pas décrire le problème. C'est la terreur radicale islamique. Et il faut nommer les choses. Madame Clinton. Merci d'avoir posé votre question. C'est une question que j'ai entendue dans la bouche de beaucoup d'Américains musulmans dans notre pays. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de choses terribles qui ont été dites sur les musulmans. Et même quelqu'un comme le capitaine Khan qui a sacrifié sa vie pour défendre notre pays au sein de l'armée américaine a fait l'objet d'attaques de la part de Donald. Je voudrais juste dire deux choses. Tout d'abord, nous avons des musulmans en Amérique depuis George Washington. Et nous avons eu beaucoup de musulmans qui ont réussi. Nous voulons en perdre un très connu, Mohamed Ali. Ma vision de l'Amérique est celle d'une Amérique où tout un chacun a sa place. Si vous voulez travailler dur, vous faites ce que vous avez à faire, vous contribuez à la communauté. Et c'est ce qu'est l'Amérique. C'est ce que nous voulons que l'Amérique soit pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est également une vue très courte de l'esprit que de s'engager dans la rhétorique démagogue de Donald par rapport aux musulmans. Nous voulons que les musulmans américains fassent partie du pays et soient à l'avant-garde. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes musulmans en Amérique, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai entendu de leur bouche à quel point il était important pour eux de savoir qu'ils étaient inclus, qu'ils faisaient partie de notre pays, partie de la sécurité intérieure. Et c'est ce que je voudrais voir se produire. Et il est également important, et je veux m'attaquer au groupe de l'État islamique avec la majorité des nations musulmanes. Beaucoup de ces pays entendent ce que dit Donald aujourd'hui et se demandent pourquoi coopérer avec les États-Unis. Et c'est là un cadeau de fait au groupe de l'État islamique et aux radicaux islamiques. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam et c'est une erreur et c'est une chose qui fait le jeu des terroristes. Je voudrais un pays où les citoyens, des citoyens comme vous, comme votre famille, sont aussi bien accueillis que n'importe qui d'autre. Merci, Madame Clinton. Monsieur Trump, en décembre, vous avez dit ceci. Donald Trump appelle à une fermeture d'entrée du territoire pour tous les musulmans, territoire des États-Unis. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Votre coéquipier a dit que les musulmans n'avaient pas leur place. L'avez-vous dit? Et est-ce que c'est une erreur? D'abord, le capitaine Khan est un héros américain. Si j'avais été président, il serait en vie aujourd'hui. Parce que, contrairement à elle qui a voté pour la guerre sans savoir à quoi elle s'engageait, je n'aurais pas envoyé nos gars en Irak. Ça a été un désastre. Donc, il serait vivant aujourd'hui. Le bannissement des musulmans sous une forme ou une autre, c'était en fait une forme de filtrage extrémiste, extrême. Merci de répondre à la question. Pourquoi vous m'interrompez tout le temps? Est-ce que vous pouvez dire que l'interdiction visant les musulmans subsiste ou pas? Ça s'appelle un filtrage extrême. Nous allons dans des régions comme la Syrie. Il y a des dizaines de milliers
de réfugiés à cause de Barack Obama et Hillary Clinton. Ils veulent une grande augmentation d'immigrés de cette région. Et on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs sentiments à l'égard de notre pays. Et elle veut que 550% de plus d'immigrés de cette région. On a assez de problèmes comme ça. Et donc, je suis favorable à ce qu'on crée des zones de sécurité payées par les autres, des pays riches, mais je ne veux pas, avec tous les problèmes que nous avons et tous les problèmes que l'on constate, des centaines de milliers de personnes qui viennent de Syrie que l'on ignore, on ne connaît pas leurs valeurs, on ne connaît pas leur amour pour notre pays. Madame Clinton, permettez-moi de vous poser la question. Vous avez demandé une augmentation de 10 à 65 000 places pour les réfugiés syriens. Vous voulez des contrôles accrus. Ce n'est pas un système parfait, alors pourquoi prendre le risque de recueillir ces réfugiés? Tout d'abord, je ne laisserai entrer personne dans notre pays qui pourrait poser un risque. Mais il y a beaucoup de réfugiés, des femmes et des enfants. Pensez à cette photo que nous avons tous vue, ce petit garçonnet de 4 ans avec du sang sur le front parce qu'il avait subi le bombardement des forces syriennes et russes. Il y a des enfants qui souffrent dans cette guerre qui est une véritable catastrophe, en grande partie, je le pense, à cause de l'agression des Russes. Et nous devons jouer notre rôle et nous n'avons pas la même charge que l'Europe et que d'autres pays, mais aussi dur que cela doit être pour nos experts de renseignement et les personnes qui y travaillent, il est néanmoins important pour nous, en tant que politiques, de ne pas dire, comme l'a dit Donald, que nous allons interdire l'entrée des gens sur la base de leur religion. Comment faire cela? Nous sommes un pays qui est basé sur la liberté religieuse. Comment faire ce pourquoi ils plaident sans créer de gros problèmes et une grande détresse au sein de notre pays? Est-ce que nous allons faire passer des tests de religion aux gens lorsqu'ils arrivent chez nous? Et comment peut-on s'attendre à mettre cela en place? Et je pensais que ce qu'il a dit n'était vraiment pas bon, était très dangereux et que l'on peut même regarder la propagande sur les sites terroristes. Et ce que dit Donald Trump sur les musulmans est utilisé pour recruter des combattants. Parce qu'ils veulent une guerre entre nous. Et la dernière chose que je dirais, c'est la 10e ou un certain nombre de fois qu'il dit sur la guerre en Irak. Toute la presse a vu cela, mais c'est quelque chose qui ne l'empêche jamais de dire la même chose et dire ce qu'il veut dire. Allez sur Clinton.com, vous verrez. J'étais contre la guerre en Irak. Vous avez voté pour, vous n'auriez pas dû. Et il y a eu des vérifications. Je voudrais passer aux questions en ligne. Elle a dépassé son temps de 25 secondes. Oui, brièvement. Hillary Clinton, en termes de faire entrer des personnes, il y a beaucoup d'immigrés illégaux qui sont des criminels. Et si on veut les renvoyer parce qu'ils ont posé des problèmes, ces pays ne veulent pas récupérer ces pays. Et Hillary Clinton dit qu'on ne peut pas les forcer à rentrer chez eux. Moi, je dis que les meurtriers doivent être renvoyés des pays d'où ils viennent. Et elle a un très mauvais sens de jugement. Nous laissons entrer des gens dans ce pays qui vont poser des problèmes sans précédent à notre pays. Et il ne faut pas permettre que cela se passe. Donc, je suggère qu'il ne faut jamais l'agence pour la patrouille des frontières à apporter son soutien à ma candidature, parce que je comprends le problème de la frontière des États-Unis
Elle veut accueillir ces gens. Elle a un mauvais jugement à cet égard. Elle ne devrait jamais être présidente des États-Unis à cause de ça. Merci, M. Trump. Je voudrais passer à la question suivante. Question du public de la coalition du Forum. Une question qui a recueilli de nombreuses voix. De prétendus extraits qui ont été publiés sur Wikileaks de discours de Mme Clinton qu'elle ne souhaite pas publier. Vous avez dit, notamment, il nous faut une position publique et privée sur un certain nombre de questions. Q de Virginie demande, est-ce qu'il est acceptable qu'un personnage politique ait deux visages, ait une position privée sur une question aussi? Tel que je m'en souviens, c'était là quelque chose que j'ai dit concernant Abraham Lincoln après avoir vu le film de Steven Spielberg, Lincoln. C'était une classe de maîtrise qui regardait Lincoln et qui cela concernait l'approbation du premier amendement. C'était quelque chose de stratégique et j'ai dit qu'il est quelquefois dur d'amener le Congrès à faire ce que l'on veut qu'il fasse et il faut y travailler, continuer à y travailler. Et bien entendu, le président Lincoln essayait de convaincre certaines personnes et utilisait certains arguments et pour convaincre d'autres personnes, il utilisait d'autres arguments. Et c'était là, enfin cela me semble être une preuve importante de son leadership présidentiel. Mais Martha, une chose importante, c'est que notre communauté des renseignements vient ces derniers jours de dire que le Kremlin, cela veut dire Poutine et le gouvernement russe, sont en train de diriger les attaques et le piratage des comptes américains pour influencer notre élection. Et Wikileaks, ainsi que d'autres sites en ont parlé. Ce sont des sites où les Russes piratent des informations. Nous ne savons même pas si ce sont des informations véridiques et les utilisent. Et nous, jamais dans l'histoire de notre pays, nous nous sommes trouvés dans une situation où une puissance étrangère travaille aussi dur pour influencer les résultats de l'élection. Et croyez-moi, ils ne le font pas pour me faire élire, ils le font pour essayer d'influencer les élections en faveur de Donald Trump. Peut-être parce qu'il a dit qu'il était d'accord avec beaucoup de choses que Poutine veut faire, peut-être parce qu'il veut faire des affaires à Moscou. Je n'en connais pas la véritable raison. Mais nous méritons une réponse et nous devrions demander à ce que Donald publie toutes ces fiches et ces Nous allons passer à cette question plus tard. Et ces déclarations de revenus. C'est tellement ridicule. Il faut que je réponde. Maintenant, elle a encore menti. Donc, elle a envoyé des tweets à ses amis Goldman Sachs. Et Wikileaks a fait des révélations. Elle a menti. Maintenant, elle critique Abraham Lincoln pour cette approche. Donc ça, c'est la grande différence entre Abraham Lincoln et elle. Abraham Lincoln ne mentait jamais. En ce qui concerne les autres éléments de ce qu'elle vient de dire, Poutine, je pense que ça serait bien qu'on s'entende avec la Russie, on pourrait se battre ensemble contre l'État islamique. Mais j'ai remarqué que quand il y a des problèmes, ils aiment dire c'est les Russes, c'est la faute aux Russes. Mais peut-être qu'il n'y a pas de piratage informatique. Mais ils blâment toujours la Russie parce qu'ils pensent qu'ils veulent m'attaquer comme étant pro-russe. Je ne connais pas la Russie, je n'ai pas d'intérêt économique ou d'affaires avec la Russie. J'ai un très bon bilan et quand le gouvernement des États-Unis, à cause de mon bilan qu'ils connaissent bien, m'a choisi pour transmettre le courrier. Et la première chose, c'était le bilan. Mais je n'ai pas de prêt emprunt auprès des Russes. Le gouvernement américain connaît bien mon bilan et mes états financiers.
Et donc, en ce qui concerne les impôts, d'abord, je paye des centaines de millions de dollars d'impôts et beaucoup d'amis de Hillary Clinton, Warren Buffett ont eu des déductions fiscales très importantes. Soros a eu des déductions fiscales très importantes. Beaucoup des personnes qui donnent de l'argent à Hillary Clinton, qui peut financer beaucoup de publicité que moi, ont des déductions énormes. Mais moi, je paye des centaines de millions. Mais dès que l'audit sera terminé, je publierai mes comptes. Sur cette question, nous avons une question de Spencer Moss. Je vous en prie. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Quelles dispositions fiscales vous allez mettre en place pour faire en sorte que les Américains les plus riches payent leur part? D'abord, je vais interdire le report d'intérêts, les intérêts différés. Et je connais bien le code des impôts et une sénatrice américaine dit que je profite du Code des impôts. Pourquoi n'avez-vous pas amendé le Code des impôts quand vous étiez au pouvoir? Parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vos amis en profitent comme moi. Mais toutes ces personnes qui vous donnent de l'argent pour financer votre campagne, pour faire de la publicité contre Donald Trump, etc. Donc, j'ai entendu Hillary se plaindre de tellement de choses au fil des années, mais ça fait 30 ans qu'elle est au pouvoir. Elle n'a jamais rien changé. Elle ne changera jamais les choses. On va éliminer les reports d'intérêts et on va diminuer les impôts sur les sociétés. Les PME ont beaucoup de mal aussi avec la surréglementation. Et donc, on va ramener les impôts payés par les entreprises de 30 à 15%. On va diminuer les impôts pour les classes moyennes et de manière significative. Hillary Clinton va au contraire augmenter les impôts et de manière très significative. Et quel effet cela aura pour le pays? Ce sera un désastre pour le pays. Elle veut augmenter les impôts, moi je veux diminuer les impôts. Et pour que nous ayons de la croissance, il n'y a pas de croissance actuellement. La Chine a un PIB d'augmentation du PIB de 7%. Pour la Chine, c'est un désastre, alors que nous, on en est à presque 0% de croissance et du PIB. Et ça, c'est lié à notre taux d'imposition, qui est un des taux d'imposition les plus élevés du monde. Je veux ramener notre taux d'imposition à un des niveaux les plus faibles du monde. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Elle va massivement augmenter les impôts de Madame tous. Clinton, vous avez 2 minutes. Quelles dispositions fiscales allez-vous adopter pour faire en sorte que les Américains les plus riches payent leur part? Tout ce que vous venez d'entendre Donald dire n'est pas vrai. Désolé, je répète cela, mais il vit dans une autre réalité. Et c'est un peu amusant d'entendre quelqu'un qui n'a pas payé depuis 20 ans ses taxes fédérales vous dire ce qu'il va faire. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il va faire. Avec son plan, il va donner aux riches et aux grandes entreprises la plus grande réduction d'impôts qu'avant, bien plus qu'à l'époque de Bush, 2 fois plus. Et Donald s'occupe toujours de Donald et des gens comme lui, et ce serait là un cadeau énorme à leur faire. Et la façon dont il parle de ces réductions d'impôts l'amèneront à augmenter les impôts que paye la classe moyenne. Voilà ce que je veux faire. J'ai dit, personne gagnant moins de 250 000 $ par an, et c'est la grande majorité des Américains, comme vous le savez, connaîtront une hausse des impôts, parce que je pense que nous devons aller là où est l'argent. Et l'argent est là où il y a des gens qui ont profité de toutes les failles dans le système. Lorsque j'étais sénateur, j'ai voté pour m'attaquer à certains de ces échappatoires, pour les entreprises. Ce qu'il a fait, il a évité essayer de ne pas payer d'impôts. Et je voudrais qu'il y ait des impôts sur les personnes qui gagnent 1 million d'impôts. C'est ce que l'on appelle la règle Buffett. Quelqu'un comme Buffett ne devrait pas payer des impôts plus
bas que sa secrétaire. Je voudrais également que l'on ait des impôts plus élevés pour ceux qui gagnent plus de 5 millions, parce que je veux investir en vous et investir dans les familles qui travaillent dur. Et je pense que c'est malheureux, mais cela se produit que depuis la grande récession, les gains ont toujours été pour le haut de la pyramide. Nous devons inverser cette tendance. Des gens comme Donald qui payent 0 de TVA, 0 d'impôts, 0 pour les militaires, 0 pour la santé, 0 pour l'éducation, cela n'est pas juste et nous devons nous assurer que personne, aucune entreprise et personne ne pourra ne pas payer sa part équitable des impôts. Monsieur Trump, je voudrais vous donner la possibilité de répondre. Les impôts ont été à la une de la campagne. Le New York Times a publié 3 pages de votre avis d'imposition de 1985. Vous avez déclaré une des pertes de près d'1 milliard. Vous dites que vous payez de nombreux impôts, mais vous n'avez toujours pas répondu à une question simple. Est-ce que vous avez utilisé cette perte pour éviter de payer des impôts? Oui, bien sûr que je l'ai fait, comme la plupart des personnes qui soutiennent financièrement Hillary Clinton. Et j'ai bien sûr profité aussi des amortissements, etc. Donc, les gens qui financent Hillary Clinton veulent profiter de ça aussi. Je comprends le code des impôts mieux que n'importe quel président des États-Unis. Hillary Clinton a des amis qui veulent qu'on garde toutes les dispositions, y compris la disposition en faveur du report d'intérêts. Et je pense que Hillary va changer d'avis à ce sujet. Non, elle va laisser en place, en fait. Et je sais pourquoi. J'ai utilisé, comme Soros, comme Warren Buffett et les autres personnes qui soutiennent financièrement Hillary. Je ne vais pas citer leurs noms. Ils sont riches, mais pas connus. Donc, on ne va pas les rendre. Est-ce que vous pouvez dire pendant combien d'années vous avez évité l'impôt sur le revenu? Non, je paye des impôts fédéraux. Bien sûr, je profite de l'amortissement des crédits d'impôt. Et ça fait 30 ans qu'elle est au pouvoir. Si elle a un problème avec... si elle se plaint des impôts, elle se plaint du système de santé. Ça fait 30 ans qu'elle est au pouvoir, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait qu'elle parle. C'est que du baratin, des paroles. Et Bernie Sanders a dit qu'elle n'a pas de jugement, non seulement à propos des impôts, elle s'est trompée en Libye, en Syrie, en Irak. Et lui, elle et Obama, que vous l'aimiez ou pas, la manière dont ils ont quitté l'Irak, ils ont laissé un vide et l'État islamique l'a rempli en Irak. Et donc, félicitations pour le bon boulot. Madame Clinton, est-ce que vous voulez répondre? Bien, nous y revoici à nouveau. J'ai été favorable à l'élimination des reports d'intérêt depuis des années. Déjà à l'époque, j'étais sénatrice. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'étais sénateur avec président républicain. Vous auriez pu le faire si vous aviez été une sénatrice efficace. Vous auriez pu le faire. Merci de lui permettre de répondre. Dans le cadre de notre Constitution, les présidents ont ce qu'on appelle un droit de veto. Bien, il a dit maintenant à maintes reprises, il y a 30 ans, etc. Je vais vous parler de mes 30 ans dans le service public et je suis très heureuse de le faire. 8 millions d'enfants chaque année bénéficient d'une assurance santé parce que lorsque j'étais la première dame, j'ai travaillé avec les démocrates et les républicains pour créer ce programme d'assurance santé pour les enfants. Des centaines de milliers d'enfants maintenant peuvent être adoptés parce que j'ai travaillé pour changer notre système d'adoption. Après le 11 septembre, j'ai travaillé avec le maire républicain, le président, pour avoir donc une assurance santé pour ceux qui avaient sauvé et qui avaient travaillé dans les décombres. Des centaines de milliers de personnes ont bénéficié d'une assurance santé parce que j'ai travaillé pour cela. Et les enfants ont des médicaments et un traitement plus sûr parce que j'ai fait passer une loi concernant un dosage plus précis. Lorsque j'étais secrétaire d'État
d'État. J'ai fait le tour du monde, plaidant pour mon pays et pour les droits des femmes, pour m'assurer que les femmes bénéficiaient d'une chance décente d'avoir une vie meilleure. Et j'ai négocié un traité avec la Russie pour réduire les armes nucléaires. 400 lois portent mon nom lorsque j'étais sénateur. J'ai travaillé dur et je suis très fière d'avoir été réélue à New York par un électorat plus important encore, la deuxième fois que la première. Et en tant que présidente, je vais essayer de trouver une base commune parce qu'il faut pouvoir coopérer avec les autres, les uns et les autres, pour que les choses se fassent à Washington. Et c'est ce que j'ai fait. Cela fait 30 ans que j'ai des résultats. Vous avez parlé tous les deux de la Syrie. Monsieur Trump, non, nous devons pouvoir continuer. répondre. Monsieur Trump, nous allons continuer. La vidéo de l'enfant syrien de 8 ans qui a été retiré à Alep après une attaque a concentré l'attention de tous sur les horreurs en Syrie. Il y a des images bien pires qui nous arrivent d'Alep tous les jours. Au cours de ces dernières semaines, plusieurs milliers de personnes ont été tuées, dont beaucoup d'enfants. Une enquête pour crimes de guerre a été demandée contre le régime de Bachar el-Assad et son allié, la Russie. Donc la question suivante vient de Facebook. Diane de Pennsylvanie nous demande: si vous êtes président, qu'allez-vous faire de la question syrienne et de la crise humanitaire à Alep? N'est-ce pas une situation similaire à l'Holocauste lorsque l'ONU a attendu trop longtemps? La situation en Syrie est catastrophique et chaque jour qui passe, nous voyons les résultats du régime d'Assad en partenariat avec les Iraniens sur le terrain, les Russes dans les airs qui bombardent des lieux et plus particulièrement Alep où il y a des centaines de milliers de personnes, peut-être 250 000 personnes qui restent encore. Et il y a un effort déterminé fait par les forces aériennes russes pour détruire Alep afin d'éliminer les derniers des rebelles syriens qui font encore face au régime syrien. Les Russes souhaitent simplement garder Assad au pouvoir. Lorsque j'étais secrétaire d'État, et j'ai plaidé, et je continue à plaider aujourd'hui pour une zone de sécurité, nous avons besoin donc d'un effet de levier avec les Russes parce qu'ils ne vont pas venir s'asseoir autour d'une table de négociation pour une résolution diplomatique à moins qu'il n'y ait donc cet effet de levier et nous devons travailler et coopérer de manière plus étroite avec nos partenaires sur le terrain. Mais je souhaiterais insister sur ce qui est en jeu ici, à savoir les ambitions et l'agressivité de la Russie. La Russie a décidé qu'elle serait en Russie et a décidé également qui elle souhaitait voir comme président des États-Unis, et ce n'est pas moi. J'ai fait face à la Russie et à Poutine et à d'autres, et je le ferai en tant que présidente. Je pense que là où nous pouvons coopérer avec la Russie, très bien, et je l'ai fait en tant que secrétaire d'État, et c'est comme cela que nous avons eu un traité de réduction des armes nucléaires, et également des sanctions contre l'Iran, et nous avons donc réglé le programme du nucléaire sans avoir tiré une seule balle. Et donc, je vais essayer de travailler avec eux, mais je soutiens les efforts d'enquêter sur les crimes de guerre commis par les Syriens et les Russes, et nous allons essayer de les tenir responsables. Elle a été secrétaire d'État à l'époque où il y avait... Non, j'étais partie à ce moment-là. Je n'aime pas vous interrompre, mais à un certain moment, il faut vous étiez en contact avec la Maison-Blanche à l'époque, et Obama, malheureusement, vous a écouté, bien qu'il vous écoute moins maintenant. Obama a tracé une ligne rouge et il ne l'a pas respectée. Et elle parle un langage dur à propos de la Russie
mais la Russie a développé son arme nucléaire. La Russie est une puissance nouvelle en termes nucléaires. Nous sommes une puissance ancienne en termes nucléaires. Elle parle un langage dur à propos de la Russie, à propos de Poutine et contre Assad. Elle parle en faveur des rebelles. Elle ne sait même pas qui sont les rebelles. À chaque fois qu'on parle des rebelles en Irak, où on donne des armes à des personnes, et ces personnes sont souvent pires. Regardez ce qu'elle a fait en Libye avec Kadhafi. Après avoir éliminé Kadhafi, c'est la pagaille, et l'État islamique s'installe en Libye. Donc ça a été un désastre. Tout ce qu'elle a fait en politique étrangère a été un désastre, a été une série d'erreurs. Regardez le cas de la Russie, et regardez ce qu'ils ont fait cette semaine. Elle n'était pas là, mais et peut-être qu'elle est quand même consultée. On a signé un traité de paix, mais la Russie, avec l'Iran et avec la Syrie, l'Iran a bénéficié de 150 milliards de dollars et de cash suite à l'accord avec les Américains. Regardez cette transaction. L'Iran et la Russie sont maintenant contre nous, donc elle veut se battre pour les rebelles. Mais elle ne sait même pas qui sont les rebelles. Monsieur Trump, votre temps est épuisé. Je n'aime pas du tout Assad, mais Assad se bat contre l'État islamique. La Russie se bat contre l'État islamique et l'Iran se bat contre l'État islamique. Monsieur Trump, permettez-moi de répéter la question. Si vous êtes élu président, que ferez-vous à propos de la question syrienne et de la crise humanitaire à Alep? Je vous rappelle ce qu'a dit votre collègue. Les provocations russes doivent se heurter à une réaction forte. Si les Russes continuent à s'allier aux forces régulières d'Assad, les États-Unis doivent être prêts à utiliser la force militaire pour frapper les cibles militaires du régime d'Assad. Je ne suis pas d'accord. On ne s'est pas consulté à ce sujet. Actuellement, la Syrie se bat contre l'État islamique et nous avons des personnes qui veulent se battre contre les deux. Mais la Syrie n'est plus la Syrie, c'est contrôlé par la Russie. Mais l'Iran est un pays puissant et riche et je crois qu'il faut qu'on combatte l'État islamique avant d'affronter la Russie. Ils ont eu l'occasion de faire des choses en Syrie. Que pensez-vous qu'adviendra si Alep tombe? Qu'arrivera-t-il si Alep tombe? Alep est déjà tombé. Je vais vous dire quelque chose. Regardez Mossoul. Le plus grand problème que j'ai avec la stupidité de notre politique étrangère, ils croient que beaucoup de chefs de l'État islamique sont à Mossoul. Donc, Washington et Irak disent, nous allons attaquer Mossoul dans 3 ou 4 semaines. Et tous ces chefs de l'État islamique sont en train de quitter Mossoul. Pourquoi ils n'attaquent pas avant, en douceur et de manière secrète avant? Mais on annonce au public américain qu'on va éliminer les chefs de l'État islamique à Mossoul, qui s'en vont maintenant, ils fuient, ils ne seront plus là. Donc, nous sommes vraiment stupides. Il y a parfois des raisons pour ces actions militaires. Il s'agit d'une guerre psychologique. Ça peut permettre de sauver des civils. J'ai 200 généraux et amiraux qui soutiennent ma candidature et beaucoup de personnes qui ont eu la médaille d'honneur du Congrès. Ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose de manière secrète et élimine les leaders de l'État islamique. Quelle est votre stratégie? Mossoul, c'est là, entre l'Irak et Mossoul. Ils pensent que les leaders de l'État islamique sont là. Alors, maintenant, ils sont partis parce que tout le monde parle de la manière dont l'Irak, c'est-à-dire nous allons reconquérir Mossoul. Les 200 amiraux et généraux qui me soutiennent ne croient pas ça. Le général George Patton, Douglas MacArthur
sont en train de se retourner dans leur tombeau, dans leur tombe, à cause de ce que nous faisons au Moyen-Orient. Je passe la parole à Mme Clinton. Vous étiez en faveur d'armer les rebelles, mais c'est peut-être trop tard pour Alep. Vous parlez d'efforts diplomatiques qui ont échoué, le cessez-le-feu a échoué. Est-ce que vous mettriez en place la menace militaire de la part des Américains, une zone de non-survol? Je n'utiliserai pas les forces terrestres américaines en Syrie. Je pense que ce serait une grosse erreur. Je ne pense pas que les troupes américaines devraient prendre un territoire en tant que force d'occupation. Je ne pense pas que ce soit une stratégie intelligente. Je pense que l'utilisation de ces forces spéciales que nous avons utilisées, l'utilisation de formateurs en Irak, qui a eu quelques effets positifs, serait tout à fait dans notre intérêt. Donc, je soutiens ce qui se passe. Que feriez-vous de différent? Eh bien, j'espère que lorsque je serai présidente, nous aurons réussi à pousser l'État islamique hors d'Irak. Je pense que nous avons de bonnes chances de pouvoir prendre Mossoul. Donald a dit qu'il sait plus sur l'État islamique que les généraux. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de plans importants en place et certains sont là pour dire aux sunnites et aux combattants peshmerga que nous sommes là, mais cela demande beaucoup de préparation. J'irai après chercher Baghdadi. Je le ciblerai en particulier parce que je pense que cibler les dirigeants d'Al-Qaïda, et j'ai participé à beaucoup de ces opérations, des opérations très confidentielles, a fait la différence. Et je pense que cela pourrait peut-être aider. J'envisagerai également d'armer les Kurdes. Les Kurdes ont été nos meilleurs partenaires en Syrie et également en Irak. Et je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations dans certains milieux à cet égard. Mais je pense qu'ils ont besoin de l'équipement qui leur permettra d'œuvrer sur le terrain, car c'est ce qui nous permettra d'avancer une fois que nous aurons poussé l'État islamique hors du pays. Elle a dépassé son temps d'une minute et vous ne l'avez pas. Quand je dépasse mon temps d'une seconde, vous m'arrêtez. Vous avez répondu à plusieurs reprises. Intéressant. On a une question de James Carter. Monsieur Carter, je vous en prie. Ma question. Pensez-vous que vous pouvez être un président dévoué, le président de tous les Américains? La question est pour M. Trump. Absolument, oui. Elle dit que beaucoup d'Américains sont déplorables, sont irrécupérables. Moi, je serai le président pour l'ensemble du peuple américain. Et nous allons régénérer nos centres-villes, nous allons renforcer les gens, nous allons recréer des emplois parce que le traité commercial a été un désastre. Ça nous a privés de nos emplois dans l'industrie. On a perdu des usines, des emplois, de l'argent. Et maintenant, elle veut signer un autre traité transatlantique, transpacifique. Mais ils ont dit qu'elle a menti à cet égard. Elle a menti à ce sujet comme sur d'autres sujets. Je serai président de tout le monde, les Africains-Américains, les centres-villes. Elle a parlé de ça depuis des années. Elle en parle, mais rien ne change. Elle ne fait rien. Pareil avec les latino-américains, les Américains hispaniques, la même chose. Ils parlent, mais ils ne font rien. Aller dans les centres-villes, 45% de pauvreté dans les centres-villes. L'éducation est un désastre, les emplois n'existent plus. Et je le dis, devant 20 à 30 000 personnes, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ça n'est pas pire. Elle parle des centres-villes depuis 25 ans, mais ça ne change pas. Si elle est présidente des États-Unis, il ne se passera rien. Ça sera que des belles paroles. Et moi, c'est par osmose. Mais en faisant, elle... Merci, M. Trump.
Elle parle beaucoup, mais elle ne fait rien. Regardez ce qu'elle a fait au Sénat. Les 2 minutes sont écoulées, Madame Clinton. Ça a été un désastre, son mandat de sénatrice. 67% des gens ont voté pour me réélire pour mon deuxième mandat et j'étais très fière et je me suis sentie très humble. Monsieur Carter, j'ai essayé tout au long de ma vie de faire ce que je pouvais pour soutenir les enfants et les familles. Et en sortant de mes études de droit, j'ai travaillé pour la défense des enfants et Donald parle des 30 années de service public qui sont les miennes et j'en suis fière. J'ai travaillé en tant que jeune avocate, j'ai travaillé pour lutter contre la discrimination contre les enfants africains dans le système de justice. Je voulais également que les enfants handicapés bénéficient d'une éducation. Et c'est quelque chose qui m'est très cher. J'ai travaillé avec les Latinos. C'est un de mes premiers travaux. Et j'ai enregistré les citoyens latinos j'ai permis l'enregistrement des citoyens latinos pour pouvoir voter. Donc, je souhaite être également très dévouée, pour reprendre votre terme, pour m'assurer que chaque Américain a l'impression et ressent qu'il fait partie de notre pays, qu'il a sa place. Je pense que lorsque vous regarderez les lettres que je reçois, beaucoup de personnes s'inquiètent de ne pas avoir peut-être de place dans l'Amérique de Donald Trump. Ils m'écrivent. Une femme m'a écrit en parlant de son fils qu'elle a adopté lorsqu'il était un bébé en Éthiopie. Il a maintenant 10 ans. C'est le seul pays qu'il connaisse, les États-Unis. Et il écoute Donald à la télé. Il a un jour dit à sa mère, « Est-ce qu'il va me renvoyer en Éthiopie s'il est élu ?» Les enfants écoutent ce qui est dit pour revenir à la toute première question. Et il y a beaucoup de craintes. Et en fait, les enseignants et les parents parlent de l'effet Trump. Le harcèlement a augmenté. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. Beaucoup d'enfants expriment leurs préoccupations, leurs inquiétudes. Donc, en tout premier, je ferai tout ce que je peux pour atteindre tout le monde, démocrate, républicain, indépendant, tout le monde dans notre pays. Si vous ne votez pas pour moi, je serai quand même toujours votre président. Je veux être le meilleur président pour tous les Américains. Madame Clinton, vos 2 minutes sont écoulées. Je voudrais rebondir sur ce que Donald Trump a dit. Un commentaire de mois dernier, vous avez dit que les supporters de Donald Trump étaient déplorables, racistes, homophobes, islamophobes, etc. Vous n'avez pas regretté ce terme de déplorable, vous ne vous êtes pas excusé. Comment pouvez-vous unir un pays si vous pensez que des millions d'Américains sont déplorables? Bien, j'ai dit que j'étais désolée de la façon dont j'en ai parlé parce que je n'ai pas de problème avec ses partisans, mais avec lui, avec toute sa campagne de haine qu'il a menée et les incitations à la violence dans ses rassemblements et également les commentaires extrêmement brutaux, non seulement concernant les femmes, mais l'ensemble des Américains, toutes sortes d'Américains. Et ce qu'il a dit concernant les Afro-Américains, les Latinos, les musulmans, les prisonniers de guerre, les immigrants, les personnes handicapées, il ne s'est jamais excusé de cela. Et je pense réellement que tout ce qu'il a dit, je suis fière de la campagne de Bernie Sanders en Iran. Nous avons basé cela sur des réels problèmes et non pas sur des insultes. Mais Bernie Sanders me soutient à 100%. Nous avons eu des différences, nous avons eu beaucoup de discussions, mais nous pensons que nous pouvons améliorer le pays et j'en suis fière. Nous avons une nation divisée, très divisée. Regardez Charlotte, regardez Baltimore, regardez ce qui s'est passé, la violence qui se passe dans les centres-villes à Chicago, et regardez Washington. Nous avons une augmentation du taux de meurtre dans nos villes, la plus forte hausse depuis 45 ans. Nous sommes une nation divisée à cause des gens comme elle, parce qu'elle a beaucoup de haine dans son cœur. Et quand elle a parlé d'Américains déplorables, irrécupérables, quand elle a dit que beaucoup d'Américains sont irrécupérables, c'est encore pire. Elle a dit certains sont irrécupérables. Beaucoup de haine. Et ce pays ne peut pas accepter 4 années de Barack Obama permettez-moi de plus. de suivre. En 2008, dans un de vos livres, vous avez écrit que la caractéristique principale d'un leader était la discipline. Vous avez dit, si un leader n'a pas la discipline, lui ou elle ne sera pas leader très longtemps. Après le premier débat, vous avez lancé des tweets
notamment concernant la sextape. Est-ce que c'est de la discipline? Non, j'ai dit, regardez la réalité de cette personne qui était une scout. Ce qu'elle a dit à 3 heures du matin, regardez à Benghazi, qui va répondre à un appel à 3 heures du matin? Elle n'a pas répondu, parce que quand l'ambassadeur Stevens, 600 fois, il a essayé de la joindre, 600 fois, elle a dit elle répondrait au téléphone à 3 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur Stevens a envoyé 600 demandes d'aide. Et la seule personne avec qui elle a parlé, c'est Sidney Blumenthal, qui est un ami, qui n'est pas un chic type d'ailleurs. Et elle ne devrait pas parler de ça. Tweeting, les tweets, c'est une façon moderne de communiquer. J'ai 25 millions de personnes qui me suivent et c'est une façon très efficace de communiquer. On peut critiquer cette forme de communication. Je suis assez fier de cette Madame forme de communication. Est-ce que M. Trump a la discipline pour être un bon leader? Je suis choqué d'entendre ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas uniquement mon avis, mais c'est l'avis de bien d'autres, des experts de la sécurité nationale, de républicains, d'anciens membres républicains du Congrès. Mais ceci est en partie dû au fait que ceux d'entre nous qui ont eu le grand privilège de voir cela de près et qui savent à quel point ce travail est difficile. Ce n'est pas uniquement parce que j'ai vu mon mari faire face à 300 millions de déficits et à transformer cela en excédent et les 200 000 nouveaux emplois qui ont été créés. Et tout le monde en a profité. Les revenus de tout le monde ont augmenté, y compris ceux des Afro-Américains qui ont augmenté de 3 %. Et ce n'est pas parce que j'ai travaillé avec George W. Bush après le 11 septembre, et j'en étais très fière lorsque je lui ai dit ce dont la ville avait besoin. Il m'a dit « vous l'avez » et il n'est jamais revenu sur sa parole. Il m'a toujours soutenu et j'ai admiré le président Obama. Il a fait face à la plus grande crise depuis la Grande Dépression et c'était là un moment extrêmement difficile pour notre pays. 9 millions de personnes... Madame Clinton, nous passons à la 5 millions de question personnes suivante. ont perdu leur maison et nous sommes maintenant revenus sur les rails et lui nous renverra dans la récession avec ses plans d'impôts. Madame Clinton, nous passons à une question de l'auditoire. Le temps est presque écoulé. Nous avons le taux de croissance le plus faible depuis 1929. Monsieur Trump, Madame l'emploi est un Clinton, désastre. on a une question de l'auditoire. Merci à tous les deux. Une autre question de l'auditoire, Beth Miller, qui s'adresse aux deux candidats. Bonsoir. L'aspect le plus important peut-être de cette élection, c'est la justice pénale. Qu'est-ce que la Cour suprême? Quel serait pour vous l'aspect le plus important de la sélection des juges? Madame Clinton. Merci, vous avez raison. C'est là une des questions les plus importantes dans cette élection. Je veux nommer les juges de la Cour suprême, des juges qui comprennent comment fonctionne le monde, qui ont une expérience réelle de la vie et qui n'ont pas simplement travaillé pour une grande entreprise et qui ensuite sont devenus des juges, mais des gens qui comprennent réellement ce qu'il en est, parce que je pense que la Cour actuelle va dans la mauvaise direction. Et je voudrais voir une Cour suprême qui aille vers des citoyens réconciliés et qui permettent de résoudre le problème de l'argent caché de nos politiques. Je voudrais qu'elle comprenne que le droit de vote est encore un grand problème dans un certain nombre de régions de notre pays, que nous ne faisons pas toujours ce que nous pouvons pour qu'il soit possible que des gens de couleur, des personnes âgées ou des jeunes puissent exercer leurs droits. Je voudrais une Cour suprême qui pourrait également accorder aux femmes leur droit de choisir et également l'égalité dans le mariage. Donald a donné le nom de personnes qu'il envisagerait à ce poste et parmi ces personnes qu'il suggère, il y a des gens qui inverseraient toutes ces questions comme l'égalité dans le mariage et ce serait une grande erreur. Cela nous amènerait, nous ferait revenir
revenir en arrière. Je veux également une Cour suprême qui comprenne les intérêts des entreprises et qui comprenne que parce que l'on est riche, cela ne signifie pas que l'on devrait avoir plus de droits que les autres. Donc, j'ai des points de vue extrêmement clairs sur ce que je voudrais voir se produire. Je voudrais changer l'équilibre au sein de la Cour suprême. Et je regrette réellement que le Sénat n'ait pas fait son travail et n'ait pas permis de vote sur les personnes que le président Obama, une personne très qualifiée, ne l'ait pas voté pour lui, ne lui ait pas permis de compléter les juges de la Cour suprême. Je pense que ça aurait été important dans son devoir. Et si j'ai la chance d'être présidente, je vais immédiatement faire en sorte que nous allions dans ce sens. Merci. Votre temps est écoulé, Monsieur Trump. Le juge Scalia était un grand juge. Il est mort récemment. Et nous avons donc une place disponible à la Cour suprême. Je voudrais nommer des juges qui ressemblent au juge Scalia. Et je recherche des juges, et j'en ai choisi une vingtaine, pour que des juges très respectés, reconnus, et que tout le monde approuve, mais des personnes qui respecteront la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et je crois que c'est si important. Le second amendement, qui est critiqué par des personnes comme Hillary Clinton, et un juge qui respectera le deuxième amendement avec tout ce qu'il représente. Hillary a parlé de contributions financières. 100 millions mais je ne reçois pas que de l'argent des entreprises. Je demande, je mets mon propre argent de 100 millions de dollars, de mon propre argent, plutôt que de faire appel aux entreprises. Et nous avons beaucoup de petits dons de 60 dollars. Pourquoi elle a touché 250 millions de dollars? Elle a utilisé le pouvoir pour s'enrichir. Pourquoi vous n'avez pas mis votre propre argent dans votre campagne? C'est parce que vous voulez garder cet argent pour des lobbies. Et pourquoi vous ne mettez pas votre propre argent? Vous êtes riche, vous ne financez pas votre propre campagne. C'est parce que vous avez été au pouvoir, vous avez été secrétaire d'État. Donc, pourquoi vous ne mettez pas votre propre argent pour financer votre campagne? Nous allons demander une autre question. La question concernant la Cour suprême, je dois dire que je respecte le deuxième amendement, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des vérifications et que l'on devrait en terminer avec des échappatoires et ce qui concerne les armes. Une question de Ken Bone sur la politique énergétique. Quelles mesures prendrez-vous pour subvenir à nos besoins énergétiques tout en respectant l'environnement et en minimisant les pertes d'emplois? Excellente question. L'énergie est attaquée par le gouvernement Obama. L'Agence pour la protection de l'environnement est en train de tuer les entreprises d'énergie et les entreprises étrangères rachètent nos actifs, nos usines et ensuite ils s'occupent. Nous sommes en train de tuer notre industrie énergétique. Donc, moi, je suis pour les renouvelables, le solaire, l'éolienne, mais on a besoin de beaucoup plus que ça, de cela. Regardez les mineurs. Elle veut mettre les mineurs au chômage. Il y a ce qu'on appelle le charbon propre, du charbon qui peut durer 1000 ans. Nous avons le gaz naturel. Grâce à la technologie, nous avons trouvé, depuis 7 ans, nous avons trouvé beaucoup de richesses sous nos pieds, surtout quand vous avez 20 trillions de dettes. Je vais
restaurer nos entreprises énergétiques pour qu'elles soient concurrentielles, qu'elles puissent gagner de l'argent, rembourser nos dettes, combler nos déficits budgétaires, mais nous sommes en train de mettre nos entreprises énergétiques en faillite. Il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'acier. La Chine fait du dumping partout aux États-Unis, fait du dumping et ça tue les emplois dans l'acier. Nous devons protéger nos entreprises énergétiques. L'Agence pour la protection de l'environnement est en train de mettre en danger, de mettre en faillite nos entreprises énergétiques. Allez dans le West Virginia, Lake Ohio ou la Pennsylvanie et vous verrez ce qu'ils font aux personnes, les mineurs et d'autres dans l'industrie énergétique. Votre temps est écoulé. Merci, monsieur. Horrible. Madame Clinton, 2 minutes. C'était extrêmement intéressant. Tout d'abord, la Chine fait du dumping sidérurgique de manière illégale aux États-Unis et Trump l'achète, ce qui d'ailleurs met en faillite nos usines sidérurgiques. C'est une chose à laquelle j'ai réfléchi en tant que sénatrice et je voudrais qu'un procureur s'assure que la Chine ne profite pas de la situation ni pour la sidérurgie ou dans d'autres domaines. Vous le savez parce que vous connaissez, vous êtes dans les affaires ou vous connaissez les gens dans les affaires, vous savez que c'est la première fois que nous sommes indépendants sur le plan énergétique. Nous ne dépendons plus du Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient contrôle encore beaucoup des prix et le prix du pétrole a diminué considérablement, ce qui a un effet négatif sur un grand nombre de sociétés pétrolières. Néanmoins, nous produisons beaucoup de gaz naturel qui est, je dirais, une passerelle vers les énergies renouvelables et c'est une transition importante. Nous devons rester indépendants sur le plan énergétique. Ceci nous donne beaucoup plus de liberté et de pouvoir que de nous inquiéter de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons suffisamment de problèmes là-bas sans avoir à nous inquiéter de cela. Donc, j'ai une politique énergétique exhaustive qui inclut également la lutte contre le changement climatique, car je pense que c'est un problème sérieux. Et je suis favorable à aller vers des énergies renouvelables propres aussi rapidement que possible, parce que je pense que nous pouvons être une superpuissance de l'énergie propre et créer des millions de nouveaux emplois et d'entreprises. Mais je voulais également nous assurer que nous ne laissons pas des gens à la traîne. Et je suis la seule candidate depuis le début de cette campagne qui avait un plan pour nous aider à redynamiser les pays producteurs de charbon, parce que les mineurs, leurs pères, leurs grands-pères ont travaillé le charbon, ont perdu leur vie. C'est eux qui ont permis à nos entreprises d'être alimentés en énergie. Donc, nous devons faire quelque chose pour eux. Nous ne pouvons pas les oublier, mais le prix du charbon est bas au niveau mondial. Nous devons avoir un point de vue exhaustif et c'est ce que je propose. Et j'espère que vous irez sur mon site hillaryreid.com et que vous verrez ma politique. Une question de plus. Carol Becker. Bonsoir. Ma question s'adresse à tous les deux. Quelle que soit la rhétorique actuelle, l'un ou l'autre, pourriez-vous nommer un point positif que vous respectez chez l'autre candidat? L'un et l'autre. Monsieur Trump, voulez-vous répondre en premier? Bien, je le ferai certainement parce que je pense que c'est une question très importante et tout à fait équitable. Je respecte ces enfants. Ces enfants sont extrêmement compétents et dévoués. Et je pense que cela en dit long sur Donald. Et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais ça, je le respecte. Et je pense que c'est une chose qu'en tant que mère et grand-mère, et c'est une chose qui est très importante pour moi. Et je pense que cette élection est devenue d'une certaine façon, tellement conflictuelle et tellement intense, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Ce n'est pas un moment ordinaire, ce n'est pas une élection ordinaire. Nous allons choisir un président qui va établir la politique du pays, non pas pendant 8 ans, mais en raison des décisions importantes que nous devons prendre, aussi bien chez nous que dans le monde, concernant la Cour suprême, l'énergie et beaucoup d'autres choses.
Et il y a beaucoup de choses en jeu et c'est une des élections qui a le plus de conséquences parmi toutes les élections que nous avons connues. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'élaborer des plans et des programmes spécifiques et ne pas rester sur le plan personnel, mais expliquer ce que je veux faire en tant que présidente. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que les gens vérifieront cela par eux-mêmes et verront que oui, j'ai passé 30 ans, peut-être même un peu plus, à travailler pour aider les enfants, les familles, et je voudrais profiter de cette expérience et l'utiliser à la Maison-Blanche au quotidien. Eh bien, je considère ce qu'elle a dit sur mes enfants comme un compliment extrêmement agréable. Je ne sais pas si c'était censé être un compliment. Je suis très fier de mes enfants. Ils ont fait un merveilleux boulot. Ils ont été de merveilleux enfants. Je considère que c'est un compliment. Moi, je vais dire ceci à propos de Hillary. Elle n'abandonne pas. Et ça, je respecte. Et je dis ce que je pense. C'est une battante. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ce qu'elle défend. Je ne suis pas d'accord avec son sens du jugement, mais c'est une battante et elle n'abandonne pas. Et ça, c'est une très bonne qualité. Merci à tous les deux. Nous voulons remercier les candidats, l'université. Cette réunion arrive à sa fin. Merci aux candidats, à la commission, à l'université, à tous nos auditeurs. Revenez le 19 octobre pour le débat présidentiel, le troisième qui aura lieu à Las Vegas. Bonne nuit à tous.